Histoire d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Dans ce premier épisode, vous allez retrouver l'histoire de Julie. Julie a accouché en mars 2019 d'un petit garçon qui s'appelle Alexandre. Son choix s'est porté sur un accouchement autonome. Alors en France, on appelle ça plutôt un accouchement non assisté ou ANA, mais moi je préfère l'appeler accouchement autonome car ce terme me paraît beaucoup plus juste compte tenu de tout le processus de réflexion qu'il y a de la part des parents qui vont cheminer tout au long de la grossesse pour finalement vraiment accueillir leur enfant sans assistante médicale, en toute conscience de leur responsabilité dans ce choix-là. Donc, en début de grossesse, s'est posée pour Julie la question du choix du lieu de l'accouchement. Est-ce qu'elle allait accoucher en milieu hospitalier ou à domicile ? Il y a plusieurs éléments qui ont guidé ce choix. D'abord, elle habite à 1 heure de toute maternité, donc c'est vrai que le temps d'y arriver, il y a toujours le risque d'accoucher sur le bord de la route, et c'est d'ailleurs arrivé à certaines personnes de son entourage. Elle ne trouve pas ça très confortable, surtout au mois de mars, compte tenu des conditions météo, et encore plus si c'est au milieu de la nuit. Et puis, il y a un couple de leurs amis qui a accouché à domicile, et ce récit d'accouchement, Julie l'a trouvé très beau et lui a fait beaucoup envie. À la suite de ça, elle a pu écouter d'autres récits d'accouchement à domicile, parfois de façon impromptue, et ça a nourri sa réflexion pendant sa grossesse. Elle a aussi beaucoup lu de livres sur l'accouchement, et puis elle avait cette idée que nous sommes des mammifères, nous sommes faits pour accoucher, et les autres mammifères, finalement, ils ne se posent pas la question d'aller en milieu hospitalier ou pas. Donc elle avait vraiment envie de rester sur cette idée qu'on est quand même fait pour accoucher et qu'en cas de problème, certes, c'est bien d'avoir de l'aide, mais à la base, on est fait pour. Comme c'est son premier enfant, elle envisage d'avoir au départ une sage-femme à ses côtés. Elle en rencontre une, mais celle-ci se situe à 1h25 de chez elle, ce qui semble quand même trop de contraintes à gérer. Donc, de fil en aiguille, il s'est passé plusieurs choses pendant la grossesse qui ont fait évoluer Julie et son mari vers un choix vraiment délibéré et non pas par défaut d'avoir un accouchement autonome. Son mari, son enfant et elle et personne d'autre. Au départ, son mari avait des inquiétudes. Ils en ont beaucoup discuté parce qu'il n'était pas question à l'un d'imposer un choix à l'autre. Donc ils ont préparé le projet en prenant en compte les stress de chacun et en restant ouverts aux différentes possibilités. Tout ce cheminement, ça a pris du temps et finalement c'est qu'au terme de la grossesse que tout a été OK pour eux deux. Ce serait un accouchement à domicile sans sage-femme. Julie souligne que la confiance en l'événement était plus facile pour elle parce qu'elle est la mère et qu'elle ressent tout ce qui se passe, alors que pour le père, il peut y avoir plus d'inquiétude en étant extérieur à ce qui se passe et parce qu'il n'a pas les sensations de l'accouchement. Donc comment Julie a préparé son projet ? Sur les conseils de sa sage-femme, Julie est quand même allée s'inscrire à la maternité à 1 heure de chez eux. Ça s'est pas très bien passé. Il y a eu des violences obstétricales pendant le rendez-vous et des erreurs aussi dues à la sage-femme qui les a accueillis. Finalement, il y a eu plus de peur que de mal. Finalement, tout allait bien. Le dossier était complet. Un projet de naissance était rédigé pour la maternité au cas où. Le couple pouvait être accueilli dans de bonnes conditions s'il décidait de se rendre à la maternité à tout moment pendant l'accouchement. La maternité, par contre, n'a pas été mise au courant de leur projet d'accouchement à domicile. Le couple avait aussi les coordonnées d'une sage-femme qui était d'accord pour qu'il l'appelle pendant l'accouchement si besoin. Donc, Julie a suivi une préparation à l'accouchement avec une sage-femme libérale près de chez elle. Elle y a appris quelques mouvements N-Ferradido. C'est une ostéopathie particulière pour femmes enceintes et pour les bébés. Et
elle m'a précisé que ça l'avait beaucoup aidé pendant les contractions. Elle a aussi rencontré une naturopathe qui lui a donné des astuces pour l'accouchement. Ensemble, elles ont aussi parlé d'homéopathie placentaire et ça a grandement aidé Julie en postpartum. Julie a parlé de son projet autour d'elle et elle a eu des retours surtout centrés sur la peur. Elle a eu des personnes qui lui ont transmis leurs peurs, des personnes qui n'ont pas osé dire leurs peurs, des personnes qui se sont éloignées d'elle pendant la grossesse parce qu'ils avaient peur et qu'il ne gérait pas cette peur. Et son papa lui a dit aussi quelque chose de très dur à entendre pendant une grossesse, mais Julie avait suffisamment de recul à ce moment-là, notamment grâce à la lecture de psychogénéalogie, pour ne pas lui en vouloir et ne pas se laisser atteindre trop par ses propos. J'ai enregistré avec Julie son récit d'accouchement, c'est donc le moment de lui laisser la parole. Est-ce que tu peux raconter ton accouchement ? Oui, alors du coup, on habitait dans une maison à la campagne, dans un petit hameau d'un petit village, quoi, puisque on est dans la campagne. Et en fait, le samedi matin, vers 9h30, je me lève, tout ça tranquille. Mon mari avait pris quelques jours, parce qu'on venait de déménager, donc mon mari avait pris quelques jours pour être présent, il voulait vraiment être là et tout. Et donc, je perds les os à 9h30 du matin, tranquillement, tout ça, toute la journée. J'ai des petites contractions de temps en temps, mais ça ne m'empêche pas de m'asseoir, ça ne m'empêche pas de rien. Donc, voilà, je continue tranquillement ma journée. Et puis, vers 22h à peu près, quelque chose comme ça, là, je sens que ça s'intensifie. Là, je me dis, ah bon, d'accord, là, ça commence sérieusement. Là, je commence à plus pouvoir tenir assise sur une chaise. Enfin bon, voilà. Donc, je fais des tests, comme je disais tout à l'heure, je fais des tas de tests puisque la plupart des femmes en milieu hospitalier accouchent allongées. Donc, j'essaye de m'allonger. J'ai pas réussi à m'allonger, hein. La douleur était tellement horrible que je suis même pas arrivée jusqu'à ce stade-là. Je me suis relevée avant. Et donc après, j'ai cherché des positions dans lesquelles je me sentais le mieux. Et j'avais lu des choses comme quoi le fait de prendre une douche, bon, j'avais pas de baignoire, donc je pouvais pas prendre de bain, mais prendre une douche au moins pouvait aider ou des choses comme ça. Et j'ai pas eu du tout envie, donc j'ai vraiment essayé d'écouter au maximum mes envies, mes besoins. Et finalement, quand ça s'est vraiment intensifié, il y avait que les toilettes qui étaient la position la plus confortable parce que j'étais assise et en même temps, ça ne touchait rien. Il y avait le creux qui faisait que ça ne touchait pas et donc j'étais confortable comme ça. Donc c'était pas très glamour, j'avais pas imaginé ça, mais bon, finalement, les WC étaient mon meilleur ami à ce moment-là. Donc, il était tard, mon mari était fatigué, il était stressé. Donc, lui, il est resté dans la pièce à côté. De toute façon, moi, je savais comment gérer avec les mouvements d'Enfer-Aido. Donc, ça consistait à remonter le bébé, à pousser le ventre vers le haut pour remonter le bébé. Et ça me soulageait à chaque contraction. Donc, voilà, moi, de toute façon, j'avais que ça à faire en attendant que les contractions s'intensifient. Donc, je gérais la douleur. Voilà, donc ça se passait pas trop mal. Pendant 1 heure, 1 heure et demie, voilà, je gérais chaque contraction, tout ça, grâce à cette préparation, qui était toute simple, hein, en fait, soulever un ventre, c'est pas compliqué, mais il faut juste savoir que ça fonctionne. Et donc là, ça allait et tout. Et puis, il y a eu un moment, effectivement, où là, ça a vraiment été, la douleur était très, très forte, les contractions étaient très rapprochées. Et il y a eu un moment où j'ai dit, bon, la douleur, elle est forte, ok, mais c'est surtout que c'est trop rapproché. Il faudrait vraiment que ça s'espace, là, que je respire entre chaque contraction. Et juste quelques instants après ce moment où vraiment ça devenait très, très difficile, ça s'est espacé. L'intensité était toujours forte, mais au moins, ça s'est espacé et je pouvais respirer entre chaque contraction. Et donc là, ça s'est encore intensifié. Le travail a duré à peu près 3 heures au total. Il est né à un peu plus d'1 heure du matin le dimanche. Et donc, en fait, la fin était vraiment plus confortable. C'était vraiment étonnant. Donc, j'étais debout à la toute fin où, en fait, ça poussait. Alors, moi, j'avais toujours les images qu'on voit dans les films. Je ne sais pas si c'est la réalité dans les hôpitaux où on dit à la femme, poussez, madame, poussez. Et en fait, moi, je ne pouvais pas pousser. Ça ne marchait pas. Et par contre, des moments, ça poussait tout seul. Le corps, en fait, poussait tout seul. Et donc, j'ai fait le test, toujours dans mes petits tests, d'essayer de réprimer la poussée. Et je ne pouvais pas réprimer la poussée non plus. Je pouvais ni la provoquer, ni l'empêcher quand elle arrivait. Et en fait, là, c'était beaucoup moins douloureux finalement.
Là, j'ai crié un petit peu plus fort. Heureusement, la dame qui habitait au-dessus est sourde et elle n'a rien entendu, donc tant mieux, j'ai dérangé personne. Et donc là, il est sorti très rapidement en 3-4 poussées, je crois. En une ou deux poussées, il y avait la tête et après une ou deux poussées supplémentaires et il est sorti. Donc j'étais debout et donc en fait, mon fils est sorti tout seul en fait et mon mari l'a rattrapé en fait. Il lui est tombé dans les mains en fait. Il a mis les mains et son fils lui est tombé dans les mains et il m'a dit que c'était le plus beau moment de toute sa vie et que voilà, il y avait vraiment rien de. Il y a des gens qui parlent d'éveil spirituel, tout ça. Il a dit tout ça, je m'en fiche. Moi, j'ai vécu ça, voilà, ça m'a fait ma vie, quoi. C'est vraiment le plus beau moment de ma vie. Et donc il a eu son fils qui est dans les mains et après, donc on l'a mis sur moi. J'ai été un petit peu dépitée de la seule chose que j'ai trouvé à dire. J'ai dit, mais c'est ça le bébé? J'ai trouvé que c'était un petit peu dépitant de trouver que ça à dire. Mais je pense que c'était surtout que j'étais épatée de ce qui se passait en fait et je savais pas, voilà, si c'est le seul truc qui est sorti, j'ai trouvé ça un peu idiot après coup, mais bon, c'est pas grave. Et donc mon fils a crié un petit peu. C'était même pas un cri déchirant ou quoi, il a juste crié, puis après il était calme. Après il a tété et voilà, ça s'est très bien passé l'allaitement dès le début. Et voilà, donc pour mon fils, l'accouchement s'est passé vraiment extrêmement naturellement, extrêmement bien. Après, effectivement, il y a eu pour moi une hémorragie. Et donc là, mon mari a eu la sage-femme que j'avais vue pendant la grossesse qui lui a dit bah, faut appuyer à tel endroit. Il a appuyé à tel endroit et l'hémorragie s'est arrêtée instantanément. Ok. Voilà. Donc après, le SAMU et le SMUR, pardon, et les pompiers sont venus. Ils m'ont fait une perfusion parce qu'effectivement, avec l'hémorragie, la tension était basse. La tension est remontée après la perfusion tout à fait normalement. Et donc, voilà, après, ils sont repartis. C'est juste qu'il y a eu un petit peu de monde, quoi. Mais mon fils était très bien parce qu'il était dans les bras de son papa, il était en sécurité, il était presque en portage improvisé dans une serviette de toilette. Et du coup, il regardait tous ces gens et tout, très calmement. Tout le monde était épaté que ce bébé nouveau-né soit si calme. Les pompiers étaient très émus parce que souvent, quand ils sont appelés, c'est pour des situations catastrophiques. Donc là, ils étaient contents, parce que c'est en pleine nuit quand même. Et ils étaient très contents de voir que voilà, il y avait un beau bébé, que la maman, c'est bon, c'était géré. Et que du coup, bon, ils s'étaient levés en pleine nuit, mais c'était pour voir un spectacle quand même très émouvant. Et puis, mon fils s'est endormi dans les bras de son père avec tout ce monde-là dans la maison. Et aucun problème. Il était contre son papa et tout allait bien. Ok, donc à ce moment-là, tu étais retournée déjà dans peut-être t'installer Oui, oui, j'étais installée dans le lit, oui, oui, tout à fait. Ok. Et les pompiers n'ont pas proposé de t'emmener à la maternité? Alors, c'est le SMUR qui a proposé, effectivement, et on a attendu que de voir l'effet de la perfusion. Et comme ma tension était redevenue normale, je leur ai dit, ben, moi, je ne veux pas, je ne vois pas la nécessité. Et le médecin donc, du SMUR a dit, bah, si vous ne voulez pas y aller, vous n'y allez pas. Ok, Voilà. super. Mais s'il m'avait dit, il y a tel risque, tel risque, tel risque, j'y serais allée. Mais là, il n'y avait vraiment aucune raison dans la mesure où le bébé allait extrêmement bien. Enfin, pas extrêmement, normalement bien en fait, voilà. Et moi, bon bah, la tension était remontée, donc effectivement, bon après il y a une anémie, mais enfin l'hôpital il peut rien faire contre une anémie. Après moi je me suis boostée après, notamment avec l'homéopathie placentaire qui m'a beaucoup aidée. Et puis de l'eau de mer, ramenée à l'isotonie, et puis voilà, différentes choses qui m'ont permis de me remettre. Et voilà, après, petit à petit, Ok. on se remet. Pour les suites de couches, est-ce que quelqu'un est passé? Est-ce que tu avais une sage-femme Oui, qui... oui, oui, la sage-femme qui du coup m'avait appris l'Enferraido et tout ça et que mon mari avait eu au téléphone, elle est venue tous les jours. Elle est venue tous les jours parce qu'elle savait que les premiers jours, je ne pourrais pas venir à son cabinet. Et donc, elle a très bien pris soin de moi, très bien pris soin du bébé, impeccable. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as ressenti pendant l'accouchement? Quelles étaient tes émotions? Euh, j'étais tellement focalisée sur la gestion de la douleur que je ne sais pas si j'ai vraiment fait attention à mes émotions. Euh, je pense que j'avais un petit peu
peur de l'inconnu en fait, parce que pendant les contractions que je gérais avec le mouvement d'Anne Ferraido et tout ça, c'était un peu style, je suis dans une routine, je suis dans la sécurité, je sais comment ça se passe, voilà. Et puis un petit peu peur de l'inconnu une fois de la naissance, je sais pas, je maîtrise pas, je connais pas, et du coup, je me rappelle avoir une pensée à un moment, dire non mais Julie, il va vraiment falloir qu'il sorte à un moment quand même. Je dis oui, effectivement, c'est pas que de tourner en boucle sur la gestion des contractions. Et après, une fois qu'il est sorti, oui, je pense que j'étais très, très, très épatée par ce qui se passait, quoi. Enfin, je sais pas trop, en fait. J'étais, ça allait, quoi. Comme si c'était normal, en fait, peut-être. Oui, oui, Ouais. c'est ça, je pense, oui, oui. J'étais plus dans, bon, bah, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à gérer, voilà, on fait les choses les unes après les autres, et puis après, oui, une fois qu'il est né, je pense que là, il y avait vraiment eu une émotion de tellement chamboulée, en fait, mais pas chamboulée, enfin, pas spécialement négativement, mais voilà, c'était presque. Je sais plus trop quoi faire. J'ai même pas eu le réflexe de le mettre au sein tout de suite. Enfin, c'était waouh, c'est tellement énorme quoi. Ça déstabilise quoi. Mais ouais, ça semblait normal. Ouais, c'était. Ok. Et dans les jours qui ont suivi, comment ça s'est passé? Comment tu te sentais? Je me sentais très bien. Je me sentais très fatiguée, bien évidemment, mais très bien. Ouais, en plus, bah, mon mari gérait tout. Voilà, j'avais mon fils toujours contre moi. On avait choisi le cododo, donc de toute façon, voilà, on restait dans le lit et tout. Et puis, bon, bah, on apprenait, quoi. On apprenait un peu tout au fur et à mesure, quoi, forcément. Les couches lavables, les tétés, tout ça. Bon, évidemment, comme je pouvais pas trop me lever, bah, je restais au lit pour me reposer. Puis je profitais de mon fils, voilà. Ça m'a poussée à ça aussi. Je pense que si j'avais pu, je me serais peut-être trop activée. J'aurais peut-être pas pris assez soin de moi si je m'étais sentie plus en forme. Donc, quelque part, il y avait ça aussi, c'est que j'étais obligée de me reposer et de me consacrer à mon fils. Et puis, bah voilà, je le regardais admirative, comme je suppose à peu près toutes les mamans. En même temps, c'est vrai que c'est une nouvelle vie comme ça, c'est quand même assez dingue, quelque part. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça fort, quoi. Hmm. Et t'as trouvé du coup les premiers temps plutôt faciles ou difficiles avec ton bébé? Avec mon bébé, bah, plutôt facile, mais bon, il faut dire aussi que mon mari faisait tout, du coup, puisque je pouvais pas me lever. Donc, c'était facilitant aussi, parce que du coup, j'avais vraiment le temps de me consacrer à mon fils. Et oui, en dehors de la fatigue, bah voilà, on prend de nouvelles habitudes, on découvre ce que c'est que de donner le bain, de s'occuper des choses quotidiennes, quoi. Et puis le reste du temps, bah, on admire ce petit bout de monde, et puis voilà. Super. Et maintenant, ça fait 1 an et demi que tu as accouché. Oui, Quand un tu peu plus, repenses à oui. cet accouchement, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que je ressens? Bah, c'est un petit peu, disons que c'est un petit peu ambivalent parce que il y a eu quand même une difficulté. Heureusement, j'avais pris des précautions, notamment voilà, de pouvoir contacter une professionnelle en cas de nécessité. Et du coup, ouais, il y a quand même un truc. Ah, il y a eu un petit risque quand même. Et d'un autre côté, il n'y a aucun regret parce que je sais à quel point. Enfin, en fait, je ne sais pas à quel point ça a été une bonne chose pour lui. Parce qu'au fur et à mesure, je découvre, en fait. Quand je suis allée pour des raisons complètement différentes, parce qu'il a le mal des transports, quand je Mhm. suis allée voir une ostéopathe, elle a palpé ses organes et tout ça, et elle a dit, bah, c'est ça, les enfants qui sont nés à domicile, voilà, les tissus sont beaucoup moins stressés, sont beaucoup plus détendus, et les organes fonctionnent mieux. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, j'ai vraiment bien fait. Mais c'est qu'un truc par-dessus le reste, c'est-à-dire que j'ai vraiment la conviction intérieure que j'ai fait le bon choix pour lui, en fait. Parce que
je trouve que mon mari résume bien ça. Il en est venu à la conclusion pendant toutes nos réflexions pendant la grossesse. Il en est venu à la conclusion qu'en fait, le plus important, c'est que chaque femme fasse le choix qui le stresse le moins. Parce que de toute façon, il y en aura toujours une petite inquiétude. Pour moi, ça me semble pas possible de ne pas avoir une petite inquiétude. Et je pense que voilà, moi j'ai fait le choix qui me stressait le moins, qui stressait le moins de mon mari aussi, parce que c'était quand même important qu'il soit bien aussi. Et du coup, voilà, j'ai pu faire ça. Et moi, le seul regret, c'est de ne pas avoir accouché en pleine forêt ou un truc comme ça. Mais enfin bon, à 1h du mat au mois de mars, c'était quand même pas non plus. Mais voilà. Et disons qu'il y a vraiment il y a eu cette conviction pendant la grossesse et a posteriori de c'était la meilleure choix à faire. Et franchement, de ce point de vue-là, je regrette pas du tout. C'est juste qu'effectivement, après la naissance, les gens m'ont rebalancé les peurs qu'ils avaient eues avant, en me disant voilà, j'ai pas osé te le dire avant, maintenant je te le dis après. Oui, enfin bon, je suis en postpartum, hein, ça fait 3 mois que j'ai accouché, je suis anémiée, je suis pas non plus super en forme pour encaisser ça. Merci. Et c'est vrai que du coup, il y a un petit peu ça qui est revenu plus tard, de se dire oui, mais il y a quand même eu un petit risque. Et en même temps, des risques zéro, ça n'existe pas. Preuve en est, 15 jours après la naissance de mon fils, j'ai vu dans la presse que dans une maternité dans la région où j'habite, il y a une dame qui est décédée le lendemain à la maternité. Et apparemment, c'était l'équipe médicale qui était en cause. Donc, le risque zéro n'existe pas de toute façon, dans tous les cas. Et j'en avais discuté après avec la sage-femme donc, qui s'est occupée de moi avant et après l'accouchement. Et elle m'a dit, moi, ce que je dis aux femmes, c'est que quand on prend la voiture, on peut avoir un accident. On peut avoir un accident mortel, on peut avoir un accident qui nous rend, peu importe. L'important, c'est de faire la vidange de la voiture, de prendre toutes les précautions, etc. Et ça, c'est ce qu'on fait pendant la grossesse. On essaye de mettre tous les atouts de notre côté pour que tout se passe bien. Et je pense que ce qui est important, c'est pas qu'une femme accouche à tel endroit ou à tel autre. Je pense que vraiment mon mari a bien résumé, c'est qu'elle fasse le choix qui la stresse le moins, parce que moins elle aura de stress, mieux l'accouchement se passera nécessairement. Pour moi, c'est une évidence. Après, j'en ai discuté avec des professionnels de santé qui me disent la même chose, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, au-delà de la production d'ocytocine qui est incompatible avec le stress, au-delà de toutes les choses physiologiques qui peuvent étayer cette opinion, il y a aussi le ressenti que, voilà, ça paraît logique que pour la maman et pour le bébé, plus on se sentira bien et mieux ça se passera, quoi. Voilà. Ce serait ça le message que tu voudrais passer aux mamans? Oui, je voudrais, parce que moi j'ai discuté avec des femmes pour qui accoucher à la maison, l'idée d'accoucher à la maison était anxiogène, mais de fou. Je voyais les réactions et tout ça. Et dans ce cas-là, mais surtout pas le faire. Surtout pas le faire, clairement. Moi, j'encourage l'accouchement à domicile pour des femmes pour qui c'est la solution la moins stressante. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est vraiment s'écouter au maximum, écouter son conjoint aussi, parce qu'on a besoin de soutien. Donc, si on fait un choix qui est complètement opposé à celui de son conjoint, ça n'ira pas. Ça n'ira pas du tout. Sauf si on veut accoucher seul. Ça aussi, c'est quelque chose à laquelle j'ai réfléchi. Enfin, seul, non, parce qu'on accouche quand même avec le bébé. On ne peut pas vraiment accoucher seul, mais sans son conjoint. C'est quelque chose que j'avais vu dans des lectures pendant la grossesse. Et j'en ai discuté avec mon mari. Je lui ai dit, toi, si je prenais la décision d'accoucher seul, est-ce que toi, qu'est-ce que ça créerait chez toi émotionnellement, etc. Et finalement, je ne me sentais pas d'accoucher seule réellement. Enfin, seule avec mon bébé, mais sans mon mari. Mais après tout, c'est un choix. On peut faire ce choix aussi. Ou peut-être des femmes aussi qui pourraient faire le choix d'accoucher avec une amie ou avec une doula ou avec leur mère, sans forcément leur conjoint. Mais ça, je pense que c'est des choses. L'important, c'est d'y réfléchir et de tenir compte de tout le monde pendant la grossesse. C'est l'idéal de pouvoir y réfléchir et de voir si les autres sont OK pour ça aussi et de respecter, d'abord respecter la maman et le bébé, bien sûr, mais aussi quand même le papa parce que voilà, c'est quand même important aussi, je pense, d'essayer de trouver quelque chose qui respecte tout le monde à la mesure du possible. Tout à fait. Merci Julie pour ton récit d'accouchement.
Julie, pendant ta grossesse, tu as été confrontée à une réflexion difficile de ton papa, comme je l'ai dit en intro. Et est-ce que tu acceptes de nous en parler pour montrer comment la psychogénéalogie peut aider à surmonter certaines difficultés pendant la grossesse et la maternité, ou plus généralement même à tout moment de la vie, si ces difficultés sont associées à un schéma répétitif familial? En fait, la psychogénéalogie se base sur le principe qu'en fait, quand il y a eu des traumatismes dans la lignée familiale ascendante, parfois le scénario se rejoue sur des descendants, en fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses qui ne nous appartiennent pas vraiment et ça peut être des comportements, des maladies, des accidents, des choses comme ça, qui en fait nous appartiennent pas tellement. Et de pouvoir les identifier permet de prendre du recul et de lâcher prise sur l'émotionnel. Parce qu'en fait, c'est l'émotionnel qui est transmis, c'est-à-dire quelque chose d'inacceptable, quelque chose de vraiment qui... Parce que c'est pas tellement que la chose a été difficile à vivre, c'est que la chose n'a pas été apaisée, en fait. Et que du coup, l'émotionnel passe de génération en génération et recrée une situation. Et là, cet exemple-là est tellement flagrant que j'ai envie de le partager parce que c'est tellement clair que c'en est presque incroyable en fait. Ce qui s'est passé, c'est donc alors, bon, faut essayer de se faire le petit schéma dans la tête. Donc il y a moi, je m'appelle Julie. Il y a mon papa. Donc c'est pour ça que mon papa m'a dit quelque chose. Ce sera très clair après. Et après, il y a son papa. Donc quand il est né, en fait, ce papa-là, sa maman est morte 2 jours après cette naissance. Et cette maman-là, qui est donc mon arrière-grand-mère, s'appelait Juliette. Bon, pas très différent de moi. Et son nom de famille était le même que moi. Et sa date de naissance à elle, au niveau du jour et du mois, est la même que mon papa. C'est pour ça que mon papa a pris de l'émotionnel. Et c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à gérer l'émotionnel. Parce que lui, il n'a pas conscience de tout ça, il ne s'intéresse pas à ce genre de choses. Et du coup, il le subit. Quand on n'en a pas conscience, on le subit sans s'en rendre compte. C'est inconscient, en fait. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sans s'en rendre compte, mon père avait vraiment peur que ça se reproduise. Que la Julie de ce même nom de famille, quand elle met au monde son premier fils, décède. Là où c'est quand même extrêmement incroyable, c'est que cette Juliette est décédée le... je ne sais pas si je dois dire la date quand même. Bon, on ne va pas dire la vraie date parce que la vraie date n'a pas d'importance. On va dire qu'elle est décédée le 1er mars. Je change juste le jour. Hein. Elle est décédée un jour en mars 1919. On va dire que c'est le 1er mars 1919. Et le travail le samedi matin était le 1er mars 2019. Ok. Un siècle précisément après. Et je me suis posé la question, je me suis dit, oh, c'est un siècle après, parce que moi, je savais tout ça, j'avais fait la recherche et tout. Et le matin, quand j'ai perdu les os, je me suis dit, eh ben, c'est pas grave, on va changer le cours des choses, justement. Et en fait, mon fils n'est pas né le 1er mars, il est né le 2 mars au matin, à un peu plus d'1 heure du matin. Comme pour dire, on a passé la zone de turbulence. Et maintenant, on vit. Et en fait, tout ça, au niveau du clan familial, casse le schéma qui se propageait dans les générations. Et donc, ça ne se reproduira plus. Personne dans la descendance dans ma descendance et la descendance de mon fils ne se ramassera ça parce qu'on a cassé le schéma répétitif. Et quand on voit un siècle pile après, on se dit, mais c'est incroyable, c'est dingue. Et du coup, voilà, mon fils et moi, on est venus pour casser ce schéma parce que moi, j'en avais pris conscience avant, parce que je voulais pas que ça se passe comme ça, que ça se reproduise. Et c'est ça qui m'a aidée quand mon père m'a dit quelque chose de très, très dur, alors que j'étais enceinte de 6 mois. C'est ça qui m'a permis de prendre le recul. Je savais qu'il était mu par cet inconscient, par cet émotionnel, parce que chaque fois qu'il avait parlé de cette femme, donc qui pour lui est sa grand-mère, il y avait vraiment une charge émotionnelle quand il en parlait et tout, alors que lui, évidemment, il ne l'a jamais connue, forcément. Mais voilà, il a eu un père qui n'a pas une mère et c'était forcément une très grande souffrance. Qu'elle soit dite ou pas, c'est une très grande souffrance qui a été perçue de toute façon. Oui.
Et voilà. Et donc, la similitude des dates de naissance, des prénoms, des noms et le siècle pile faisait que la lecture, quand on se penche dessus, est très claire, quoi. Après, des fois, on ne pense pas à regarder les dates de naissance ou les choses comme ça, ou les dates de décès. Et donc, dans ces cas-là, on est mu par des émotions inconscientes, par des choses inconscientes. Et c'est le fait de prendre conscience des choses qui nous permet de s'en libérer, que ce soit à titre individuel ou à titre familial. Ok, merci beaucoup pour cet éclairage du coup qui est très parlant. Merci à toi. Et tu penses que du coup ton hémorragie était liée quand même à ça? Alors, c'est ce que la sage-femme m'a dit après. Elle avait quand même beaucoup d'expérience dans le domaine. Et parce que voilà, je lui avais demandé combien de naissances elle avait accompagné. Et du coup, bon, vu le nombre, oui, elle a quand même de l'expérience. Et puis elle-même a 4 enfants. Et quand on en a parlé plus tard, que je lui ai dit que mon père m'avait dit ça quand j'étais enceinte de 6 mois, elle m'a dit oh, tu m'en aurais parlé, on aurait libéré cet émotionnel et probablement que tu n'aurais pas eu l'hémorragie. Voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'y ai pas pensé parce que je l'ai plutôt bien géré moi, puisque j'avais cette lecture de psychogénéalogie. Mais peut-être que l'émotionnel, quand même, c'est une chose de prendre du recul et c'en est une autre de libérer complètement l'émotion. Je pense que j'ai pu gérer une partie de l'émotion, mais peut-être pas tout. Et voilà. Après, j'ai pas d'autre explication quant à cette hémorragie, donc celle-ci me paraît assez plausible. Ok. Ouais, c'est super intéressant. Je te remercie beaucoup, Julie, d'avoir apporté ton témoignage. Le choix d'un accouchement autonome pour une première naissance, ça reste quand même très rare. Je m'associe à toi pour vous dire de surtout faire comme vous le sentez pour votre accouchement, d'écouter vos peurs et d'écouter aussi vos intuitions. Si une naissance à domicile vous effraie et que c'est en milieu hospitalier que vous vous sentez le plus en sécurité, allez-y. Au contraire, si c'est à domicile que vous sentez que vous devez accoucher, étudiez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Je vous souhaite un bel accouchement.